Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer le troisième volet de comment réaliser un exercice ou examen de JavaScript avec l'outil que j'ai développé pour mes cours. Dans le premier volet, on a vu comment faire des QCM. Dans le deuxième volet, on a vu comment faire des exercices de code qui étaient autocorrigés. Donc maintenant, on va continuer à travailler sur les exercices de code, sauf que on va faire en sorte qu'il y ait des variantes différentes pour chaque étudiant. Sachant que quand on fait un examen ou un partiel, les étudiants sont dans la même pièce, donc il n'est pas exclu qu'ils trouvent des moyens de communiquer entre eux. D'autant plus que l'examen étant en ligne, ils sont tous connectés sur Internet et c'est assez facile d'échapper à la vigilance du surveillant et de s'envoyer une réponse par mail. Donc pour éviter que les étudiants se contentent de copier-coller leur solution par email ou autre moyen de communication, on va faire en sorte que chaque étudiant ait une version un peu différente de l'énoncé. Pour ça, en fait, on va se baser sur l'identifiant d'étudiant de chaque étudiant. Donc ça veut dire que les étudiants vont devoir se connecter avec leur compte d'étudiant sur le logiciel d'examen. Et en fonction du numéro d'utilisateur correspondant, on va calculer en fait une variante pour chaque exercice. Donc les variantes sont calculées par la fonction modulo en fonction du nombre de variantes qu'il y a par exercice. Donc c'est vraiment séparé par exercice. Il se peut que l'exercice 1 ait 2 variantes, l'exercice 4 ait 5 variantes, etc. Okay, il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Donc si vous faites évidemment 3 variantes à un exercice et 4 variantes à l'autre, ça veut dire que vous allez avoir une combinaison de 12 variantes au total sur votre examen. Donc pour commencer, on va partir d'un examen que je suis en train de rédiger, dont le premier exercice n'a pas de variante actuellement. Donc là, on voit le code de cet exercice, hein. On voit qu'il est constitué d'un titre, d'un énoncé. Donc là, le but, c'est de créer une fonction qui s'appelle acronyme, auquel on fournit un tableau et qui renvoie une chaîne de caractères représentant l'acronyme de ce nom. On voit ici la solution elle est cachée, évidemment, elle n'est pas visible aux étudiants, mais elle permet de tester le système de correction. Et ensuite, la fameuse fonction de correction, qui permet d'évaluer le code des étudiants. Donc là, on voit en fait, ça se contente d'exécuter des tests unitaires ici, et ça vérifie qu'on a bien créé la fonction à l'aide du mot-clé function et du nom de la fonction qui était demandée dans l'énoncé. Donc première chose, on va vérifier que tout ça compile correctement. Donc je lance npm run build. Apparemment c'est le cas. Maintenant je vais faire npm start pour démarrer le serveur. Donc voilà. Et maintenant si je l'ouvre dans mon navigateur, on devrait vérifier que l'examen se charge correctement. Donc là je me suis déjà identifié avec mon compte Google. Donc voilà, donc là on voit des questions de QCM qu'on va ignorer pour l'instant. On retrouve ici notre exercice de codage qui a été rendu en Markdown, ainsi que la solution que j'avais rentrée ici. Donc, le problème c'est qu'actuellement, cet exercice va être exactement le même, l'énoncé va être le même pour tous les étudiants, parce que j'ai pas fait de variante. Donc c'est assez facile, une fois que l'étudiant a fini, il fait copier-coller de ça, il l'envoie à son collègue, et tout le monde a la même note. Donc nous, on va rendre des choses un peu moins évidentes. Une chose assez simple qu'on pourrait faire, on va pas changer les tests unitaires, on va pas non plus changer la logique de comment fonctionne ce code. Par contre, on peut créer des petits pièges qui permettent de tout de suite voir si un étudiant a tout bêtement copié la solution d'un autre. La solution toute bête que je vais adopter ici, c'est que je vais changer le nom de la fonction acronyme. Je vais lui donner d'autres noms en fonction de quel étudiant voit l'exercice. Alors pour ajouter des variantes dans un exercice de code, il suffit de se situer juste avant l'endroit où on définit la solution, donc juste avant les 3 points d'interrogation, et chaque variante en fait va être un objet JSON qui va être préfixé d'un tiret. Donc par exemple si je veux 3 variantes, je vais avoir 3 objets JSON comme ça. Et dans chaque objet JSON, on va définir des propriétés qui vont être en fait des sortes de variables qui vont pouvoir prendre différentes valeurs en fonction de la variante. Donc ici, la valeur que je veux changer, c'est acronyme, d'accord? Je veux qu'elle puisse valoir autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une variable en quelque sorte, qui va s'appeler function name, et je vais lui dire que dans la première variante, function name va valoir acronyme. Donc là, je viens de créer une variante. Maintenant, je vais lui donner d'autres valeurs. Donc je vais dire que dans la deuxième variante, function name va valoir générer
acronyme. Et dans la troisième variante, on va dire que c'est accro, tout court. Donc, une fois que j'ai défini ces variantes-là, évidemment, il va falloir que je modifie mon énoncé, sinon ce sera toujours acronyme qui sera écrit ici. Alors, pour remplacer ça, c'est assez simple. Il suffit d'utiliser la même norme que le langage de template qui s'appelle moustache, si vous connaissez. Donc, en gros, ça consiste à mettre des doubles accolades. Et à l'intérieur de ces doubles accolades, on met le nom de la variable dont on veut la valeur. Donc, ici, en l'occurrence, c'est function name. Donc, partout où je vais mentionner acronyme dans mon énoncé, il faut que je mette function name à la place. D'accord ? Un acronyme, donc ça je le laisse. La fonction acronyme, ben là il va falloir que je mette le vrai nom de la fonction. Définir la fonction function name, retourner à l'acronyme d'une personne. Vous pouvez utiliser mettez, ok, ça bouge pas. Donc maintenant, il va falloir l'appliquer aussi dans la solution. C'est-à-dire que ici j'ai mis directement en dur le nom de la fonction. Évidemment, ma solution elle va dépendre de quelle est la variante étudiant. Donc de la même façon, ici je vais remplacer par function name. Ensuite, dans la partie le code d'évaluation, ici, je vois qu'on récupère la fonction définie par l'étudiant, et je l'ai citée par son nom, donc on va la citer aussi par le nom de la fonction telle que définie dans la variante. Et ici, dans les retours aux étudiants, donc ça c'est la partie corrigée, les annotations, il faut surtout pas mettre le nom acronyme, alors il faut s'adapter à la variante qu'avait l'étudiant. Enfin, ici, pour vérifier que l'étudiant a bien défini sa fonction avec le mot-clé function, donc là c'est une version où j'ai enlevé tous les espaces, hein, donc je vais remplacer acronyme par function name aussi. Ici aussi, et ici aussi. Pour le reste, je pense que ça change rien. Unit, voilà, ça utilise student function qu'on avait défini plus haut et qui va bien récupérer le function name. Donc normalement, les seuls endroits où il reste acronyme, c'est le nom de l'exercice, la définition de ce que c'est qu'un acronyme. Définir la fonction, l'acronyme c'est pareil, il faut le laisser ici. Voilà. Donc on a trois variantes différentes, et ces variantes vont s'appliquer à la fois dans l'énoncé, dans la solution attendue de l'exercice, et dans le code qui sert à évaluer le code de chaque étudiant. Je vais enregistrer. La première chose à faire pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises, c'est d'exécuter les tests. Donc en fait, test, il va prendre l'énoncé, dans chaque variante possible, et il va exécuter la solution qu'on a fournie pour vérifier qu'elle passe tous les tests. Donc le but c'est d'avoir 20 sur 20 quand on a toutes les bonnes réponses, quelle que soit la variante. Donc je vais exécuter ça. Donc là il est en train d'évaluer le code. Ok. Et pour vérifier que ça a fonctionné, on va ouvrir le fichier qui s'appelle score.csv. Et ce fichier, normalement, si je regarde les derniers scores ici, dans le cas où où l'étudiant n'a rien saisi, donc là on voit qu'on a 12 variantes différentes à chaque fois, on a toujours 0 sur 20, et dans le cas où l'étudiant a toujours les bonnes réponses, quelle que soit la variante, donc là encore une fois c'est combinatoire, hein, donc il y a 12 variantes, j'ai bien 20 sur 20 dans chaque cas. Donc ça veut dire que j'ai pas fait de bêtises, apparemment, à la fois mon énoncé, la solution et le code de correction ont bien pris en charge cette variante. Donc maintenant on va voir, je vais retourner dans mon énoncé. Ah d'abord il faut que je relance le serveur, excusez-moi. npm start. Voilà. Je retourne sur ma page d'examen, je vais rafraîchir la page. Et on va voir que ma variante... Alors là, j'ai toujours le même. Parce que apparemment, l'identifiant de mon utilisateur, il doit correspondre à la première variante. En revanche, vous voyez que si jamais j'inverse, je mets d'abord accro comme la première variante, et que je redémarre le serveur, sachant que c'est calculé avec modulo, on ne devrait pas avoir la même variante cette fois-ci. Vous voyez, cette fois-ci, je tombe sur la fonction accro. Et ça veut dire que ici, avec la solution que j'ai mise ici, vous allez voir, on va exécuter les tests. npm run eval, qui permet d'aller récupérer les résultats sur Firebase, là où sont stockées les réponses des étudiants, et de les évaluer avec les algorithmes de correction. Donc là, on voit que tout à l'heure j'avais 20, maintenant j'ai 16, et on va les fouiller, on va les constater pourquoi. Donc si je monte un petit peu, voilà.
Donc voici la fonction que j'ai fournie en tant qu'étudiant, et voici la correction que j'ai obtenue. La fonction accro n'est pas définie correctement, c'est normal, j'ai défini acronyme à la place. L'appel accro devrait retourner à Joel, c'est normal puisque la fonction n'est pas définie. En fait, j'ai pas respecté le nom de la fonction, donc le code est considéré comme nul. Alors, après, libre à chaque enseignant d'être plus ou moins sévère sur la manière d'analyser le code. Par exemple, vous pourriez vous dire, bon, la logique est bonne, je vais donner quelques points à l'étudiant. Ça, tel que c'est fait actuellement dans mon énoncé, c'est quelque chose que je ferai peut-être manuellement. Sinon, vous pouvez aussi le gérer de manière automatique, c'est-à-dire que dans votre code de correction, vous pouvez très bien dire, par exemple, au lieu de chercher absolument la fonction qui a été créée par l'étudiant par son nom, attendez, c'est pas ici, c'est avec scope, non, voilà. Au lieu d'aller chercher la fonction par son nom, vous pourriez très bien récupérer dans le code quelle est la fonction qui a été définie, et se baser sur cette fonction-là, en fait. Voilà. Donc ça vous permettrait d'être plus tolérant sur le non-respect des noms. Alors là, c'est pas du tout ce que je veux, parce que j'ai envie d'être alerté si jamais l'étudiant a utilisé le mauvais nom de fonction, puisque c'est tout l'intérêt d'utiliser des variantes. Donc voilà, pour résumer, pour créer une variante, il faut repérer les parties de l'énoncé que vous voulez modifier, selon l'étudiant, créer des tirets avec des variables JSON ici, et à l'intérieur, vous créez une variable par valeur que vous voulez remplacer pour chaque variante. Évidemment, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Ici, si je mets, voilà, je peux créer, imaginons qu'il y a une deuxième fonction dans mon exercice, même principe, je crée une deuxième variable, function name 2, qui sera remplacée par la valeur de la première variante, de la deuxième variante ou de la troisième variante, en fonction du numéro de l'étudiant qui sera connecté sur l'examen. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais peut-être faire un dernier épisode prochainement pour vous expliquer comment mettre l'examen en production sur un serveur, de manière à ce que les étudiants puissent y accéder, et comment je traite la saisie des notes aussi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À plus.